Vous écoutez De Gaulle, Histoire d'un géant, épisode 3. En priorité, De Gaulle doit se saisir du dossier algérien, car ce qui est encore pudiquement appelé les événements est une guerre particulièrement cruelle pour les populations civiles. Dès le 4 juin 1958, il se rend à Alger. Une foule considérable l'y attend. Je vous ai compris! La formule gaullienne est suffisamment ambiguë pour satisfaire tout le monde. Mais 2 jours plus tard, à Mostaganem, le discours est plus direct. Vive l'Algérie française! Vive la France! Je savais que l'Algérie de papa était morte. Mais comment en sortir? Si je m'étais engagé trop tôt, j'aurais soulevé toutes les oppositions. Après avoir tenté de rassurer le peuple d'Algérie, il doit également engager toute une série de réformes. Et pendant l'été 58, comme en 1945, De Gaulle légifère par ordonnance. J'ai décidé de remettre les affaires en ordre réellement et profondément. Comme après la guerre, De Gaulle réforme le pays au pas de charge, notamment dans le domaine économique. Objectif, réduire l'inflation et le déficit budgétaire et augmenter les réserves de devises. On alourdit les taxes sur le tabac et l'alcool, les tarifs du gaz et de l'électricité. On créera le nouveau franc. L'économie française s'ouvre sur le monde. De Gaulle prépare un projet de constitution qui consacre le pouvoir de l'exécutif, notamment celui du président. C'est son objectif de toujours, et c'est une révolution pour la France. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Le peuple, consulté le 28 septembre 1958, approuve massivement, par plus de 80% de oui, la nouvelle Constitution. Elle donne naissance à la Ve République. Le 21 décembre, De Gaulle triomphe. Il est élu par un collège de 80 000 votants et devient le premier président de la Ve République. Il s'installe au palais de l'Élysée le 8 janvier 1959. Monsieur le Président de la République, le premier des Français est désormais le premier en France. Première tâche, former un nouveau gouvernement. De Gaulle désigne Michel Debré, fidèle à l'Algérie française, au poste de Premier ministre. Désormais, les principaux arbitrages remontent à l'Élysée. C'est là que la politique de défense et la politique étrangère seront définies. C'est le domaine réservé. Cela vaut d'abord pour l'Algérie. Sur cette crise douloureuse, De Gaulle n'a pas encore manifesté d'opinion définitive. Acquis à l'idée d'évolution réelle, il voulait pouvoir aménager une longue transition. Le 16 septembre 1959, il lève toute ambiguïté. Le sort des Algériens appartient aux Algériens, non pas comme le leur imposeraient les couteaux et les mitraillettes, mais comme ils le diront eux-mêmes, légitimement, par le suffrage universel. Choqués, les partisans de l'Algérie française qui l'ont soutenu l'abandonnent. C'est le début d'une longue épreuve de force ponctuée de drames. Fin janvier 1960, éclate à Alger la semaine des barricades. La rébellion est matée.
Mais le malaise s'accroît dans l'armée. Le 8 janvier 1961, par référendum, les électeurs valident à 75% l'autodétermination algérienne. Les Français sont las de cette guerre. Ils ne veulent plus que leurs enfants aillent mourir de l'autre côté de la mer. Du côté des partisans de l'Algérie française, la colère monte. Ils voient en De Gaulle un traître. Une partie de l'armée se rallie à leur position. Le 21 avril 1961, à Alger, 4 généraux, Chasles, Salan, Jouhaud, Zeller, tentent un coup d'État militaire. La France est inquiète. L'armée se déploie pour protéger les sites sensibles. Deux jours plus tard, De Gaulle intervient. C'est le chef qui s'exprime, en grand uniforme. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. L'insurrection échoue. Mais un mouvement subversif, l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, sème la terreur et multiplie les attentats meurtriers au nom de l'Algérie française. Jusqu'au bout, De Gaulle veut trouver un autre interlocuteur que le Front de libération nationale algérien et conserver le Sahara. En vain. La pression internationale est trop forte. Rien n'arrête le processus de paix et le 18 mars 1962, les accords d'Évian consacrent l'indépendance de l'Algérie. Le 8 avril, les Français sont consultés à nouveau par référendum et approuvent à 91% ces accords. De ses sentiments profonds, De Gaulle ne dira rien. Dans une des premières versions de ses mémoires d'espoir, à propos du drame algérien, il aurait écrit « Et que Dieu me prenne en pitié ». C'est une page qui commence à se tourner. Michel Debré, attaché à l'Algérie française, est remplacé à Matignon par Georges Pompidou, un quasi-inconnu qui doit tout au général. Pompidou, ancien directeur de la banque Rothschild, n'a jamais été parlementaire, ce qui provoque des critiques. Le général n'y prête guère attention. Pour lui, l'essentiel maintenant est de résoudre les problèmes économiques. De Gaulle veut aussi peser davantage sur la scène mondiale. Il refuse la politique des blocs Est-Ouest. Il a reçu en France le 23 mars 1960 Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. En juin 1961, il reçoit le couple Kennedy, une visite qui fait l'événement. Ladies and gentlemen, I do not think it altogether inappropriate to introduce myself to this audience. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it. Les gazettes de l'époque ont enjolivé la relation entre la première dame et le général, dont on a dit qu'il était sous le charme. Mais quand Jackie Kennedy susurre au président qu'elle a des origines françaises, De Gaulle lui répond, moqueur, « Moi aussi, madame ». Le président poursuit le redressement économique de la France. Il fixe les grandes orientations que Georges Pompidou est chargé de mettre en œuvre. Cependant, un différend va surgir, lié à la guerre d'Algérie. Jouhaud, l'un des 4 généraux rebelles du putsch d'avril 1961, est condamné à mort.
Le général est favorable à l'exécution. Pompidou s'y oppose et menace même de démissionner. Jouhaud sera finalement gracié. Les séquelles de la crise algérienne sont humainement très douloureuses. Le rapatriement d'1 million de pieds noirs se déroule dans des conditions particulièrement difficiles. Après les premiers départs des militaires français, les harkis, ces combattants algériens fidèles à la France, se font massacrer en très grand nombre. On parle généralement de 60 à 80 000 morts. De Gaulle et son gouvernement se verront vivement reprocher de ne pas avoir su empêcher ce drame sanglant. Et la plupart de ceux qui arrivent en France vont être durement et longuement parqués dans des camps de transit et de reclassement. Depuis que le processus d'indépendance est engagé, l'OAS s'est lancé dans des actions désespérées. Le 22 août 1962, au Petit Clamart, près de Paris, De Gaulle est victime d'un attentat. Un commando a préparé avec soin l'opération. La déesse du président est criblée de balles. On retrouve plus de 150 douilles sur le sol. 14 impacts de balles sont relevés sur la carrosserie. Le couple présidentiel en réchappe par miracle. Quand Yvonne de Gaulle se préoccupe du sort des poulets, le chef du service de sécurité la rassure. Ces hommes n'ont rien. Mais en ouvrant le coffre de la déesse, l'officier de police découvre la présence de vrais poulets, en partance pour Colombey. Quel crétin, incapable de m'atteindre. Et ils m'ont donné des arguments pour faire élire le président de la République au suffrage universel. En effet, dans tout le pays, après cet attentat, l'émotion est considérable. De Gaulle décide de frapper le grand coup qu'il mûrissait depuis longtemps. Ma disparition risquerait de replonger la France dans la confusion de naguère et bientôt dans la catastrophe. Je crois que, quoi qu'il arrive, la nation doit avoir le moyen de choisir elle-même son président afin que cette investiture directe puisse lui donner la force et l'obligation d'être le guide de la France et le garant de l'État. Ainsi, pour De Gaulle, la République ne peut se passer d'un pouvoir exécutif fort et légitime. Et cette légitimité ne peut venir que du peuple. Le Parlement se sent marginalisé et une grande partie de la classe politique se dresse contre ce projet. Le président du Sénat, Gaston Monnerville, prend la tête du combat. Même Paul Reynaud, proche du général en 40, s'insurge. Aussi, monsieur le Premier ministre, allez dire à l'Élysée que notre admiration pour le passé est intacte, mais que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République. La fronde parlementaire s'organise dans un climat houleux qui aboutit à la censure. Comme l'exige la Constitution, Pompidou doit présenter sa démission. Ce bras de fer renforce encore la vindicte de Gaulle contre les partis. Aujourd'hui, mon action à la tête de la République, plus tard, celle de présidents successifs, sont incompatibles avec le règne absolu et désastreux des partisans. 2 mois durant, De Gaulle est à la manœuvre. Il joue en 2 actes majeurs. Pour répondre au vote de la censure, il dissout l'Assemblée, provoquant ainsi des élections législatives. Et il convoque d'abord un référendum sur une question claire. Voulez-vous, dorénavant, élire vous-même votre président au suffrage universel? Le oui l'emporte à 62%. Sur le coup, et malgré l'ampleur du résultat, De Gaulle est d'abord déçu,
car on est loin des scores des référendums précédents. Mais la victoire est nette, et 1 mois plus tard, ses partisans gagnent les élections législatives. Finalement, De Gaulle estime qu'il a atteint son but. Désormais élu au suffrage universel, le président dispose d'un pouvoir renforcé. Une nouvelle période s'ouvre pour la République gaulienne. 8 semaines après la censure, Pompidou est renommé Premier ministre. Il s'occupe du quotidien des Français. L'économie se porte plutôt bien. Cependant, durant l'hiver 1963, une grève des mineurs, très dure, est mal gérée par le pouvoir. Le Premier ministre appelle les grévistes à reprendre le travail. Dans les circonstances actuelles, c'est l'intérêt et le devoir des mineurs de ne pas se dérober à des obligations qui, à mes yeux, sont moins légales que morales et qui consistent à assurer le ravitaillement de la nation en combustible. L'appel n'est pas entendu. Pour la première fois sous la Ve République, le gouvernement doit reculer. Pendant que Pompidou gère les problèmes intérieurs, De Gaulle veut être avant tout l'homme des grands desseins. Avec une feuille de route précise, il veut rétablir les conditions de la grandeur de la France, renforcer son indépendance notamment à l'égard des États-Unis, et bâtir une Europe des États, une Europe solidaire et puissante, mais qui respecte la culture des nations. Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapük intégrés. Première étape, sceller la réconciliation franco-allemande. En septembre 1958, pas encore président, il avait invité le chancelier allemand, Konrad Adenauer, à son domicile familial de la Boisserie. Un moment historique. En juillet 62, Adenauer vient en visite officielle en France. 2 mois plus tard, De Gaulle est en Allemagne. À chaque étape, il parle. Et il parle en allemand. Sie alle fordere ich auf, zusammen mit mir ein neues Ereignis zu feiern, das größte unseres modernen Zeitalters, die Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutschen Volk. L'accueil est triomphal. La réconciliation franco-allemande est consacrée, mais De Gaulle a des arrière-pensées. À terme, il veut détacher l'Allemagne fédérale des États-Unis. Toujours avec la même volonté d'affranchir l'Europe de l'influence américaine, il s'oppose à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Il met en doute l'esprit européen du Royaume-Uni. Pour lui, l'Angleterre ne serait que le cheval de Troie de l'Amérique. Faire entrer l'Angleterre, ce serait pour les 6 donner d'avance leur consentement à tous les artifices, délais et faux semblants qui tendraient à dissimuler la destruction d'un édifice qui a été bâti au prix de tant de peine et au milieu de tant d'espoir. En mars 1964, il fait un premier voyage au Mexique. El pueblo francés
propone al pueblo mexicano, marchemos la mano en la mano y viva México! À l'automne de la même année, il entame une tournée dans toute l'Amérique latine, un long voyage de 10 étapes. Il exhorte ses hôtes à prendre leur distance avec les États-Unis. Les foules sont immenses et chaleureuses. De Gaulle et la France fascinent. En cette même année, De Gaulle est aussi le premier à établir les relations diplomatiques avec la Chine de Mao. Il a dit à l'ambassadeur des États-Unis « Les Chinois ne seront pas toujours communistes. Il faut compter tout au plus une 50aine d'années. » Fidel Castro lui rend un hommage appuyé et inattendu. Le leader Máximo cubain manifeste aussi son admiration en envoyant des cigares au général. Charles de Gaulle a près de 75 ans et il semble au sommet de sa gloire. L'épreuve de la guerre d'Algérie s'éloigne. La France bénéficie de la croissance exceptionnelle des 30 Glorieuses. Rien en apparence ne semble pouvoir compromettre cet équilibre. Sauf peut-être l'usure inexorable du pouvoir. Automne 1965. L'élection du président au suffrage universel approche. Le général va-t-il se représenter? Madame de Gaulle y est hostile. Elle déteste l'Élysée, la vie publique et ses contraintes. Personne ne connaît les intentions du général. Pas même Georges Pompidou qui vit mal la situation. Je connaissais le poids de la tâche et j'avais envie de me retrouver ici, dans la paix de Colombey. Mais il y avait encore beaucoup à faire, et l'État livré au parti sombrerait à nouveau dans l'impuissance. Alors, j'y suis retourné. Le 4 novembre, De Gaulle annonce sa candidature. Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant en connaissance de cause de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. La campagne électorale est plus difficile que prévu. François Mitterrand, le candidat de la gauche unie, l'attaque sur l'exercice d'un pouvoir trop personnel. Je pense que le général de Gaulle ne peut pas tout voir. C'est très difficile, un chef d'État qui veut tous les pouvoirs, d'arriver à les maintenir dans ses mains. La démocratie, c'est autre chose. Sûr de sa légitimité historique, de son lien avec les Français qu'il vérifie à chaque déplacement et de son bilan, De Gaulle refuse de faire réellement campagne à la télévision. Il renonce à utiliser une grande partie de son temps de parole. Il entend être élu au premier tour. C'est une erreur. À l'approche du vote, les écarts se resserrent. Le 5 décembre, c'est un énorme choc politique. Avec moins de 45% des voix, De Gaulle est en ballottage. Le général est ébranlé. Son orgueil le pousse à se retirer, mais l'idée de laisser le pouvoir à François Mitterrand l'incite à se maintenir. Et cette fois, il s'exprime longuement à la télévision. Lors de ses 3 entretiens avec le journaliste Michel Droit, De Gaulle parle moins de la France et plus des Français. Ces interviews révèlent aux téléspectateurs un personnage à la fois drôle, caustique et souverain. Les Français ont souvent l'impression que vous êtes davantage préoccupés de la conduite des affaires de la France à un niveau très élevé que de leurs propres problèmes à eux, que vous ne vous intéressiez pas beaucoup à l'intendance. On m'a prêté en effet ce mot que je n'ai jamais dit, et à plus forte raison que je n'ai jamais pensé. L'intendance suit, ça ce sont des blagues pour les journaux. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que j'entends par là. Pour que la France soit forte, il faut que les Français soient prospères, autant que possible, bien entendu. Au fil du temps, beaucoup se sont interrogés sur le véritable positionnement politique du général. Le journaliste lui pose la question.
j'aimerais que vous précisiez la façon dont vous les entendez, dont vous les concevez, ces notions de gauche et de droite. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Naturellement, les Français, comme de tout temps, ils l'ont eu, ressentent en eux des courants. Il y a l'éternel courant du mouvement, qui va aux réformes, qui va au changement, qui est naturellement nécessaire. Et puis, il y a aussi un courant de l'ordre, de la règle, de la tradition, qui lui aussi est nécessaire. C'est avec tout ça qu'on fait la France. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. De Gaulle, Histoire d'un géant est un podcast coproduit par Initial Studio et Martange, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Martange. Réalisé par Jean-Pierre Cotet et écrit par Jean-Pierre Cotet, Patrice Duhamel et Éric Roussel. Les monologues sont écrits par Yves De Gaulle. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.